Alors, le sujet est donc stabiliser, adapter son équilibre en terrien varié et aux différents profils d'obstacles de cross. Alors, c'est un sujet à la fois très générique, transversal, important, qui doit être traité, à mon avis, de la manière suivante. Alors, je vous propose un sommaire dans un premier temps qui vous indique qu'on va d'abord parler d'équitation en général et de l'équilibre comme étant un fondamental de base, j'ai envie de dire. Équilibre du cavalier, qu'est-ce que c'est? Et puis alors après, on va être dans une première phase qui va concerner la stabilisation de l'équilibre en terrain varié et sur le cross. Donc comment faire pour maîtriser d'abord son équilibre. Et puis ensuite, parler de l'adaptation de l'équilibre en fonction des variations, donc du terrain varié dans un premier temps, et puis ensuite, pour ce qui concerne les différents profils d'obstacles de cross, à l'issue, on dira ce qu'il était important de retenir. Alors dans un premier temps, l'équitation, c'est vraiment, j'ai envie de dire, le sport d'équilibre par excellence. Euh, on peut même résumer les actions du cavalier, que ce soit le cavalier de dressage, de saut d'obstacle ou de complet. Les actions du cavalier visent en permanence, en fait, à réduire un équilibre ou un déséquilibre que le cheval a naturellement à compenser, puisque vous savez que à peu près à l'arrêt, 2 tiers de son poids est sur les antérieurs et 1 tiers sur les postérieurs. On comprend d'autant mieux qu'en mouvement, dès qu'on passe au trot ou au galop, et qui plus est un galop avec de la vitesse, ce déséquilibre est accentué. Donc en fait, le cavalier doit en permanence viser à réduire ce déséquilibre, et on comprend d'autant mieux que si lui-même, le cavalier, n'est pas maître de son propre équilibre, alors la tâche s'annonce très compliquée. C'est ce qui fait dire à William Fox-Pitt, le grand champion anglais, que le cheval ne doit pas travailler pour l'équilibre du cavalier. Donc ce qui responsabilise, si vous voulez, le cavalier et qui l'oblige et qui le contraint à être parfait lui-même pour que son cheval puisse l'être également. Toujours dans un premier temps, il faut rappeler que l'équitation d'extérieur, donc là l'équitation de cross, impacte beaucoup l'équilibre du couple pour plusieurs raisons. La vitesse, bien sûr, les variations topographiques, puisqu'on évolue souvent sur un terrain qui est bien fait de montée ou bien fait de descente, et puis bien sûr des profils d'obstacles qui sont en cross très différents, bien plus différents d'ailleurs qu'ils ne le sont en saut d'obstacle. Alors dans un premier temps, l'équilibre du cavalier, définition et enjeu, avant même de parler et de traiter du cas du cross ou du terrain varié. Il y a une définition qui nous est proposée par le docteur Éric Favori, qui est le médecin des équipes de France, qui me semble très très claire et précise. S'équilibrer, c'est stabiliser son centre de gravité au-dessus de ses appuis, avec un minimum de contraintes de fixation, de manière à limiter les interférences involontaires avec la motricité du cheval. Alors quelque part dans cette définition on ne peut plus précise, eh bien on retrouve un petit peu ce qui était dit de manière un peu plus facile par William Fox-Pitt avant, c'est qu'en gros, le rôle du cavalier, c'est de gêner le moins possible son cheval en étant lui-même très équilibré. Alors, souvent, avec les élèves, pour l'illustrer, on imagine et on leur dit que si on devait retirer le cheval sur lequel ils sont de sous leurs fesses, et ben en fait, leur position ne devrait pas changer une fois arrivés les pieds au sol. Alors, le bon équilibre, c'est un mélange de relâchement et de tonicité musculaire. C'est-à-dire qu'il faut à la fois être très relâché sur le plan musculaire, et notamment ça passe par une respiration qui doit être optimale,
de manière à ne pas avoir de crispation qui vont forcément nuire à un moment ou à un autre, mais aussi de tonicité musculaire, et je pense notamment au travail des muscles abdominaux, de manière à être suffisamment solide pour pouvoir encaisser les mouvements du cheval qui évoluent. Parce qu'évidemment, la problématique, c'est d'être sur un cheval qui bouge et qui avance et qui a des réactions qui sont par définition pas toujours prévisibles. Alors bien sûr, les grands cavaliers, je parle de la taille, sont forcément un petit peu plus désavantagés que les petits, tout simplement parce que leur centre de gravité est plus haut. Notons que lorsqu'il a des mouvements de déséquilibre, et en gros que le cavalier ne maîtrise pas assez son équilibre, eh bien, les conséquences, au-delà du fait que la performance puisse en être affectée, eh bien, le cavalier en déséquilibre peut créer une succession de compensations de la part du cheval, de petites compensations. Par exemple, si le cavalier penche un petit peu à gauche, le cheval va avoir un mouvement de compensation par la droite, qui, chez le cheval, va créer éventuellement à terme, et c'est bien dommage, soit des irrégularités ou soit même des pathologies dorsales ou autres qui peuvent être évidemment particulièrement embêtantes. Donc c'est vraiment les conséquences ne sont pas seulement d'ordre sportif et d'ordre de la performance. Alors, stabiliser son équilibre en terrain varié sur le cross, il faut noter que le cross est évidemment important, crée un effort important chez le cheval. Donc, au-delà des risques qu'on évoquait à l'instant, de problèmes de compensation ou de pathologie, eh bien, il y a tout simplement la nuisance d'un déséquilibre sur la fatigue. Le cross est évidemment contraignant pour le cheval, et si le cavalier n'est pas suffisamment fixe, le cheval sera plus fatigué que dans le cas inverse. Alors souvent, avec les élèves, on vérifie la qualité de leur équilibre par un exercice assez basique qui est de se mettre en équilibre, donc bien en appui sur les deux étriers, et puis galoper et prendre les rênes à la couture ou quasiment lâcher les rênes, de manière à voir et à constater que la position ne change pas. Si elle ne change pas, c'est que le cavalier est en équilibre, que les rênes n'avaient pas de vocation à le maintenir en équilibre. Par contre, si le cavalier retombe dans sa selle ou part en avant, quelque part, ça prouve qu'il n'est pas suffisamment au-dessus de ses pieds, pas suffisamment en équilibre. J'ai pris l'exemple des jockeys en course qui, à mon avis, symbolisent vraiment cette capacité à être indépendant des rênes pour maîtriser son propre équilibre, puisque ce sont des gens, donc des cavaliers qui sont chaussés particulièrement courts, mais qui ont la capacité à pour autant gérer parfaitement le contact qu'ils ont et le poids qu'ils ont dans chaque rêne, de manière à faire que les chevaux ne tirent pas exagérément, ne se fatiguent et donc perdent la course. J'ai une petite vidéo pour illustrer ça que je vous propose à l'instant. Voilà, donc on a ici Clara, une élève que j'ai en cours, voilà, à qui j'ai demandé de galoper et là maintenant de lâcher les rênes. Voilà. Et moi, enseignant, je vérifie que sa position ne change pas, que ses épaules restent inclinées de la même manière, que ses fesses ne retombent pas dans la selle. Je lui demande de lâcher une main même. Voilà, comme ça. L'autre main. Voilà. Et là, on est sûr que les rênes ne sont pas un moyen de tenue et donc que l'équilibre est juste. Une notion fondamentale pour le maintien et la stabilisation de son équilibre, c'est le regard. La manière dont on place son regard en évolution est déterminante. Alors c'est vrai que il y a une analogie avec les motards. On a tous vu
les motards qui font de la course et qui ont, lorsqu'ils négocient un virage, le regard fixe droit devant, pointé sur l'endroit vers lequel ils vont, et la capacité en même temps de se pencher à l'intérieur des courbes de manière à suivre le mouvement du support sur lequel ils sont, c'est-à-dire la moto pour eux et le cheval pour nous. Et là, on a l'image de Gilles Viricel là, sur un parcours de cross qui, à mon avis, symbolise bien le fait que le cavalier doit impérativement suivre la variation de position du cheval dans la courbe et donc se pencher légèrement à l'intérieur de la courbe et donc mettre davantage de poids dans l'étrier intérieur. Il se trouve en plus que l'intérêt sera majeur et notamment de gagner en fluidité dans la conduite et donc dans la qualité des tracés. Pour stabiliser son équilibre en terrain varié sur le cross, la longueur des étriers, on en a parlé plusieurs fois depuis tout à l'heure, est quelque chose de tout à fait capital, puisque j'espère qu'on m'entend bien. Je crois que j'ai un petit message. Voilà, j'espère qu'on m'entend. Alors, on parlait de la longueur des étriers. Voilà. Oui, je crois que le son, je coupe un petit peu parce que on m'avait évoqué des problèmes de son, mais je crois que ça marche. Bon. Alors, la longueur des étriers est capitale pour le maintien de l'équilibre parce que elle permet, quand elle est juste, déjà de donner de la solidité au bas du corps et donc évidemment de rendre l'équilibre d'autant plus facile à trouver. Il est capital que les étriers, que le poids mis dans les étriers soit identique, de manière à garantir l'équilibre latéral. Alors on a généralement pour coutume de dire que la différence de longueur entre le saut d'obstacle et le cross est d'environ 2 trous. Hein. Bon après, c'est évidemment personnel et par définition, chacun étant différent, ça mérite une adaptation particulière, mais généralement c'est quand même de cet ordre-là. Si les étriers sont mal réglés, dans le cas où ils sont trop longs, il y a un vrai problème de fixité du bas de jambe et donc de déséquilibre du buste qui peut partir ou en avant ou vers l'arrière. S'il est chaussé trop court, le cavalier a son centre de gravité qui est trop haut, trop loin de celui du cheval, et à ce moment-là, l'équilibre est très précaire. Évidemment, on peut le comprendre. Donc vraiment, j'ai envie de dire à un ou deux trous près de longueur, l'influence sur l'équilibre peut être tout à fait importante. Dans une courbe, et là on avait l'exemple de la photo de Gilles Viricel tout à l'heure, dans une courbe, il est important de suivre la position du cheval en mouvement puisque la courbe, évidemment, crée une inertie et a tendance à attirer le couple cheval-cavalier vers l'extérieur. Hein, donc c'est quelque chose à prendre en compte et, et qui oblige le cavalier de crosse à négocier une courbe, parfois quasiment comme on aurait envie de négocier un obstacle en termes de préparation. La position générique du cavalier au galop, en terrain varié ou entre les obstacles, c'est une assiette allégée, le buste plus ou moins en avant, mais en avant quand même, surtout en suspension, ce qu'on appelle généralement l'équilibre de points. Ça, c'est la position générique, la position de base qui doit être conservée
le plus possible et avec le moins d'efforts possible, de manière à ce que personne ne se fatigue, le cheval ou le cavalier, ou du moins ne se fatigue le moins possible. Il y a un deuxième type d'assiette, qui est l'assiette dite de contrôle et de préparation des obstacles, qui est illustrée là sur la photo de droite. 2,5 points, si on veut faire la comparaison avec la première, où le cavalier, généralement en abord des obstacles, se rapproche de sa selle sans s'asseoir pour autant. C'est une espèce de position un petit peu intermédiaire avec la selle que l'on a en équilibre au galop, qui permet généralement d'obtenir un gain d'équilibre, tout simplement. Une assiette de contact, où là, illustrée par la photo numéro 2, où le cavalier est quasiment assis, on est sur un équilibre 3 points, où le cavalier est généralement assis. Alors c'est une position qui peut être prise généralement dans l'abord de l'obstacle et qui est souvent en rapport avec la manière dont le cavalier, si vous voulez, sent son cheval éventuellement se freiner, et donc il a besoin de son assiette pour l'encourager, garder le mouvement en avant. Et puis une assiette de réception, où le cavalier, c'est généralement en deuxième partie de saut, lorsque la parabole du saut est dans sa deuxième phase, où le cavalier recule un petit peu son centre de gravité, illustré par la troisième photo, ici, et où il avance, il peut éventuellement avancer un petit peu les jambes, de manière à vraiment se stabiliser, à compenser l'effet de chute un peu de la fin du saut. Voilà. Et puis alors, au-delà de ces 4 positions génériques, il y en a une cinquième qui est évoquée avec humour par Christopher Bartle, l'entraîneur anglais de l'équipe d'Allemagne, puis maintenant à nouveau de l'équipe d'Angleterre, qu'il a dénommé avec humour la oh shit position. Alors je crois que chacun fait la traduction qui va bien. C'est une espèce de position qui nous arrive tous d'avoir à prendre parfois sur un cross, où on est vraiment dans une position de sécurité, les épaules très fort en arrière, les rênes éventuellement qui se rallongent, voire même qui sont lâchées. Et c'est généralement quand on est dans une situation un petit peu délicate et qu'on se préserve autant que possible de la sorte. Voilà, donc c'est une position qui est pas la plus académique et la plus classique, mais qu'on n'a pas le choix parfois de prendre. Et je crois que la photo qu'on a devant nous l'illustre assez bien. Alors adapter maintenant, une fois qu'on a stabilisé son équilibre, il faut l'adapter. L'adapter puisque, par définition, en cross, tout change. Tout change, les obstacles, le terrain, etc. 3 configurations topographiques s'offrent généralement au cavalier de cross. Soit le plat, évidemment, le terrain est plat. Alors là, le cavalier, est dans la position du milieu qu'on évoquait tout à l'heure, en équilibre au-dessus de ses pieds. Cheville et genou étant les 2 articulations qui travaillent en permanence à stabiliser l'ensemble. Soit la montée. Alors là, le terrain monte, auquel cas l'adaptation pour le cavalier consiste à avancer un petit peu ses épaules, de manière à ce que tout simplement son buste ne parte vers l'arrière, et de manière à s'adapter au fait que le rachis, la colonne vertébrale du cheval, évidemment, suit la forme du terrain et monte également. Dans le cas inverse, la descente, le cavalier doit reculer légèrement ses épaules pour éviter que son buste ne parte vers l'avant. Alors, on aura bien deviné que la manière dont on doit plus ou moins avancer ou reculer ses épaules dépend tout simplement de la manière dont le degré de variation du terrain
change. Petite pente ou petite montée, on avance légèrement ou on recule légèrement les épaules. Dans le cas d'une descente ou d'une montée très importante, évidemment, les épaules vont avancer ou reculer de manière plus importante. Alors maintenant, pour ce qui concerne l'adaptation aux différents profils d'obstacles de cross, eh bien, j'ai classé les types d'obstacles, les types de profils en 4 catégories. La première, c'est ce qui concerne les obstacles, soit qui sont placés dans une descente, soit les obstacles dits contrebas, soit les panoramiques. Alors dans ce cas-là, dans ce premier cas, on attend du cavalier qui recule légèrement ses épaules au plané et probablement un petit peu plus à la réception, tout simplement puisque le profil de l'obstacle, là en l'occurrence, crée une forte surcharge des épaules du cheval en réception et que le cavalier se doit absolument de compenser de manière à éviter au pire la chute ou moins grave un fort déséquilibre de la part de son cheval et du couple en réception. Notons qu'il est essentiel dans ces cas-là que le cavalier fasse l'effort d'avancer les mains vers la bouche, déplier ses bras, de manière à ce que le cheval puisse étendre son encolure comme le profil de l'obstacle le nécessite. S'il ne le fait pas, le cavalier risque fortement de créer une opposition dans la bouche du cheval et le gêner fortement, notamment à la fin de son saut. C'est vraiment, il y a un effort de la part du cavalier de liant qui est essentiel ici. Autre catégorie d'obstacles, les obstacles de volée. Alors, j'ai envie de dire que c'est ceux pour lesquels l'adaptation est la plus facile par rapport à la position générique de base, 2 points, où là, le cavalier varie assez peu sa position. La raison, c'est qu'en fait, ce sont des obstacles qui nécessitent de la vitesse dans l'abord, de l'impulsion. Il suffit juste pour le cavalier de se redresser un petit peu dans l'abord et éventuellement un petit peu plus si le cheval se freine et surtout de l'accompagner correctement au plané. Mais là, on verra qu'on voit plutôt que la position sur le saut est quasiment celle de la position sur la phase de galop qui précède et de la phase de galop qui succède. Troisième catégorie de profils, les profils très verticaux, ou alors les obstacles directionnels, ou alors les entrées de coffine. Alors là, l'adaptation de l'équilibre est supérieure et doit être supérieure, tout simplement parce que ce sont des profils qui nécessitent plus d'équilibre dans l'abord, plus de tension dans les rênes pour conserver la rectitude. Alors à ce moment-là, le cavalier doit impérativement redresser davantage ses épaules dans la phase d'abord proche, on délimite généralement à environ 5 foulées avant le saut, de manière à verticaliser le saut et tonifier le galop dans l'abord sur des foulées plus courtes, mais avec un galop qui est plus frappé, et faire donc que le cheval soit plus en capacité de verticaliser sa parabole de saut. À ce moment-là, le cavalier, le saut déclenché, doit avancer ses épaules au plané comme il le ferait sur un saut plus normal. Donc là, on voit que l'adaptation, elle est davantage dans la phase d'abord qu'au plané lui-même. Dernier type de profil, les combinaisons, toutes les combinaisons, où là, l'adaptation de l'équilibre se situe dans l'abord, où, comme on l'évoquait précédemment, le cavalier doit impérativement se redresser davantage dans l'abord, mais se situe aussi, là, maintenant,
en fin de bascule, en fin de saut, puisque par définition, la combinaison implique des sauts rapprochés et que l'enjeu pour le cavalier ici est d'avoir un équilibre optimal en réception de manière à négocier l'obstacle qui arrive derrière. Et on imagine d'autant mieux que si l'obstacle est un obstacle directionnel ou un obstacle qui nécessite une grande présence de la part du cavalier pour conserver la rectitude dans l'abord, eh bien le cavalier doit être parfait dans son équilibre. Dans ce cas-là, on l'a illustré là avec une très bonne photo d'Andrew Nicholson. Le rôle du cavalier pour adapter son équilibre consiste à freiner sa bascule, tenir ses épaules, beaucoup plus qu'il ne le ferait s'il s'agissait d'un obstacle de volée simple, seul, isolé. Notons dans ces cas-là qu'il y a une notion de timing dans la manière dont le cavalier adapte sa posture et de manière à faire que, une fois les pieds posés au sol par le cheval, le cavalier a la solidité en selle optimale pour négocier la suite. Donc c'est vraiment entre la phase d'abord et la bascule une posture, un fonctionnement de la part du cavalier qui est presque freiné et qui est presque contre le mouvement de manière à être opérationnel dès la réception. Je trouve que la photo là proposée l'illustre parfaitement bien. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'équilibre, la manière de le stabiliser, la manière de l'adapter. Qu'est-ce qu'il faut retenir que l'équitation étant un sport d'équilibre, le cross qui plus est, la gestion de l'équilibre par le cavalier est capitale pour la performance et pour, j'ai envie de dire, pour que son cheval soit le plus à l'aise possible ou tout au moins le moins gêné possible par la présence de quelqu'un sur son dos. Que le cavalier doit d'abord, avant de penser à celui du cheval, doit d'abord évidemment être en capacité de parfaitement maîtriser le sien. Au-delà du fait que ça perturbe moins son cheval, c'est surtout un moyen de mieux utiliser ses aides, de gagner en efficience, l'efficience étant la capacité qu'a le cavalier à agir le moins possible, mais le mieux possible. En gros, à en faire peu, mais bien. Et puis évidemment, il y a une incidence sur la fatigue du cheval qui est repoussée. Dire que l'équilibre du cavalier s'obtient par une bonne condition physique, et donc une bonne préparation physique, et évidemment particulièrement en cross, puisque l'effort du cross est plus long que celui du saut d'obstacle ou du dressage. Dire enfin qu'au-delà des recommandations qu'on a pu faire à l'instant sur l'adaptation de l'équilibre, dire que malgré tout, la notion d'équilibre et le fondamental équilibre peut être illustré par des exemples différents. Je pense à celui d'Andrew Nicholson. On a vu plusieurs qui, pour ceux qui le connaissent, a un équilibre qui est assez vertical, une position assez verticale en selle, et qui pour autant a un niveau de performance évidemment extrêmement important. Donc dire au final que voilà, il y a la position, il y a les différents types de positions, mais il y a aussi un style qui finit de singulariser la monte de chacun, et c'est tant mieux. Voilà. 2-3 mots avant les questions. Les prochaines webconférences, 18 janvier, 6 février, 20 février. Voilà. Choisir un étalon selon le modèle de sa jument pour la première. Comment quantifier le planning d'entraînement ensuite. Adapter les foulées à l'enchaînement des sauts ensuite ça sera pour le saut d'obstacle. Vous dire que 2 ouvrages références m'ont permis de traiter le sujet avec vous. Je vais commencer par le mien.
le cheval de concours complet éducation et entraînement, Belin 2016, et concours complet d'équitation, Patrick Gallou, Belin